Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouvel Écho d'Onis. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler bois et plus précisément du peuplier avec Stéphane Fournier, le président du groupe Le Quai, basé à Saint-Jean-de-Liversay. Le peuplier est un arbre qui a des ressources insoupçonnées, étonnantes, surtout quand on le met dans les mains de notre invité. On va voir ça un peu plus tard dans l'émission. Autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Rocher, qui est le cofondateur de la société Costomise, spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de cosmétiques, produits naturels et bio, on va dire, tout à fait plus large. Roland Gallian, le maire de la Grève-sur-Mignon. Bonjour Roland. Bonjour. Et qui est également conseiller délégué au tourisme à la CDC Onis Atlantique. Et on garde la meilleure pour la fin, Mélanie Martineau, chargée de mission en développement économique au sein de la CDC aussi Onis Atlantique, avec qui nous verrons l'actualité de l'emploi. Stéphane Fournier, bonjour. Bonjour. Alors je suis ravi de vous accueillir parce que voilà, vous êtes le président du groupe Le Quai. Le groupe Le Quai, pour ceux qui ne savent pas, c'est la scierie qui se trouve à Saint-Jean-de-Liversay, Tout à fait. À Luché plus exactement. On la voit quand on passe sur cette route. Le groupe Le Quai, il existe depuis combien de temps? Cette scierie, elle est installée à Luché depuis combien de temps? Alors, elle est installée depuis juillet 1982. Donc, elle va avoir 40 ans dans quelques jours. Vous avez prévu de faire une fête? Alors, je ne sais pas si on a prévu, mais en tous les cas, j'espère qu'on va pouvoir en parler bientôt. Et j'ai repris la société familiale il y a maintenant 3 ans. Officiellement, ça fait faire 4 ans et demi que je suis dans l'entreprise, mais ça fait 3 ans que le groupe a été mis en place avec, bien sûr, une société pour travailler l'exploitation du bois. Celle que vous voyez sur la partie première transformation du bois. Et puis on parlera de l'avenir tout à l'heure. Bien sûr. Et en tous les cas, ces deux activités, ces deux sociétés en fait occupent une grande partie de l'activité de transformation. Quel est votre profil? Quel est votre parcours professionnel? Alors moi, j'ai un parcours un peu différent que celui du bois, puisque je viens du domaine de la chimie et de la physique. J'ai même un DESS gestion des risques industriels. Et j'ai beaucoup travaillé pendant quelques années dans le groupe Eliez, qui était un constructeur automobile du nord du département des Deux-Sèvres, avant de partir vers le monde hospitalier, où j'ai travaillé quelques années à l'hôpital de Niort. Et puis j'ai fait un travail sur les réseaux en milieu associatif, mais aussi fait un peu d'enseignement au niveau de la faculté de Poitiers, puisque j'ai été maître de conférence PAST pendant pratiquement 7 ans. Donc vous avez un parcours atypique, on va dire, parce que pour se retrouver président du groupe Le Quai... carrément atypique. Et qu'est-ce qui donne envie à un moment donné de se dire je reprends et je continue et j'innove? Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la diversité du métier, enfin du métier dans lequel on est aujourd'hui. Je pense que l'expérience que j'ai acquis dans le passé avait tout un intérêt à un moment d'être concentré sur un seul projet. C'est ce que je voulais faire. Terminer un peu ma carrière professionnelle avec un seul projet, mais un projet d'envergure. Le bois, l'arbre, c'est très particulier. C'est vraiment un domaine qui m'intéressait beaucoup. Mais jusque-là, je n'avais pas eu l'opportunité de le faire. Et c'est des retrouvailles un peu bizarres, des retrouvailles entre anciens étudiants qui fait qu'à un moment, on a envie de repartir, de replonger en fait dans cet univers du bois. C'est ce que j'ai fait. Le groupe Le Quai, c'est combien de salariés? Alors aujourd'hui, on a dépassé la quarantaine. Précisément, je crois qu'on doit être 43 ou 44. Avec beaucoup de recrutement à l'heure actuelle, on devrait dépasser la barre des 50 salariés d'ici la fin de l'année. Et beaucoup de projets, beaucoup de projets. Donc c'est ce qui porte en fait l'intérêt du territoire d'une manière générale. Est-ce que vous avez, comme d'autres secteurs d'activité, des problèmes de recrutement? Je crois qu'on a tout. La Covid, on l'a eu. L'inflation, on l'a. Les problèmes de la guerre en Ukraine, on l'a aussi. On a aussi des problèmes de recrutement. J'ai envie de dire, on a heureusement un socle stable et j'ai vraiment une très grande fierté d'être avec cette équipe qui est merveilleuse depuis qu'on travaille 4 ans ensemble. Mais c'est vrai qu'on a quand même parfois quelques turnovers et dans les turnovers, il faut trouver des nouvelles personnes.
C'est rien, c'est Julien Rocher qui s'étrangle, mais tout va bien. Rassurez-nous. Ça va très bien. C'est un marché tendu, le marché du bois en ce moment? C'est un marché difficile en fait. Il y a alors sur l'approvisionnement d'abord parce qu'il y a une forte pression depuis quelques temps et qui commence à arriver dans notre secteur géographique où on voit de plus en plus maintenant des pays comme l'Espagne venir chercher le bois sur notre territoire, ce qu'on n'avait pas avant. Donc nous on est une petite structure, on est local, on est vraiment dans l'économie territoriale. Ces structures-là sont beaucoup plus imposantes, beaucoup plus importantes et elles viennent chercher du bois en masse que nous, on n'arrive pas forcément à attraper, on va dire, au passage. Et donc, il y a une tension sur le bois qui commence à s'opérer et qui devient de plus en plus forte. Ça, c'est inquiétant pour l'avenir. Il y a aussi une forte volonté en ce moment de vouloir, on va dire, lancer en fait des reboisements parce que c'est important de maintenir la matière première sur le territoire. Donc là, c'est aussi très très compliqué d'arriver à faire reboiser les parcelles. Et dans cela, moi, j'essaye d'apporter des nouvelles formes d'agroforesterie avec l'idée de lancer des fermages à long terme. Donc on a commencé à signer nos premiers bails à fermage sur des parcelles pour pouvoir planter et pour pouvoir élever, on va dire, des arbres pendant une trentaine d'années. Alors c'est pas moi qui vais m'en occuper dans 30 ans, mais les générations futures auront au moins ce capital pour pouvoir continuer ce qu'on a démarré. Alors cet accaparement des autres pays sur le bois français, ça vous touche aussi beaucoup parce que vous êtes relativement très très local même, hein. Vous allez chercher votre bois à 100-150 km maxi autour de la Syrie, c'est ça? C'est vrai, on a 70% de notre approvisionnement qui arrive à moins de 50 km. Les 30% sont entre 50 et 100 km. On a aujourd'hui une activité d'abattage, débardage. L'équipe doit être à peu près 4 ou 5 qui font entre bûcherons et débardeurs. Donc on a des outils, on a investi pas mal dans les outils cette année. Et après, on a vraiment du très très local en matière d'approvisionnement, ouais. Très très local. Vous l'avez un petit peu évoqué, vous êtes touché par la crise internationale, notamment la guerre en Ukraine, le prix élevé des matières premières ou de l'énergie. Alors l'énergie, oui. Alors l'énergie, ça fait partie des choses que je surveille en particulier. Le carburant évidemment, puisque ça fait partie, tout le matériel agricole, mais c'est un petit peu comme on peut voir, ça fait quand même partie des choses où il faut être très dans la surveillance. Et puis ce qui est aussi assez intéressant, c'est que ça nous a ouvert aussi des nouveaux marchés qu'on n'avait pas jusque-là, puisqu'on va travailler avec un fabricant de cagettes en peuplier qui vend ces cagettes qu'on retrouve au niveau de la panification et qui s'alimentait en Biélorussie et en Russie, et aujourd'hui à 80% de son approvisionnement il ne pourra plus le faire, donc il se rabat sur tous les dérouleurs, on va dire, locaux, et nous on peut faire ce qu'il nous demande de faire, ce qui n'est pas le cas de tous les dérouleurs, mais nous on peut le faire. Donc du coup, on va travailler avec lui dans le cadre d'un nouveau projet. Vous me facilitez la vie parce que justement, on s'est arrêté à la Syrie et on a pris quelques images sur le déroulage. C'est une chose assez étonnante, hein. Dérouler un arbre, ça se fait pas avec n'importe quel arbre. C'est propre au peuplier, ça? Il y a d'autres essences qu'on peut dérouler. De l'exotique, on sait la dérouler. C'est ce qui est utilisé pour faire du contreplaqué. Nous, c'est vraiment le peuplier, c'est un bois qui est très tendre. Donc du coup, on va pouvoir le dérouler, en faire en effet des longues feuilles qu'on va ensuite utiliser après on va les massicoter, on va dire, et ensuite on va pouvoir les utiliser en effet pour notre activité, en tous les cas dans les calages. Voilà, calage de tuiles principalement, c'est ça, hein, essentiellement, c'est ce qu'on m'a expliqué en tous les exactement, cas. C'est ça. D'ailleurs, on peut le remercier, Théo, parce qu'il était là pour me guider au sein de la Syrie, et pas mal de calage de tuiles avec différents diamètres, différentes épaisseurs. C'est tout un art, quoi. C'est vraiment une spécialité. C'est bien parce qu'on voit les images au fur et à mesure et on voit que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a une demande client qui est bien spécifique. Là, on voit des feuilles qui partent en Allemagne, par exemple. Là, ça part dans l'est de la France, ces produits-là. En fait, on va avoir en effet des produits qui sont vraiment dimensionnés à l'industrialisation des tuileries.
Donc chaque tuilerie a ses propres produits, ce qui fait qu'on doit avoir à peu près en référentiel client entre 700 et 800 références globales. Et ensuite, chaque référence est conditionnée d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail manuel, parce qu'en fait, il faut les mettre d'une certaine façon dans les palettes, car elles sont reprises manuellement ensuite pour mettre dans des distributeurs de feuilles sur les unités de fabrication de tuileries. Voilà, vous êtes forcément une scierie, donc vous faites aussi de la découpe de bois. On a aussi du sciage. Voilà, du sciage. On a fait quelques images aussi pour voir un petit peu l'univers de travail de cette scierie. Comment on calcule? Vous débitez à l'arbre? C'est des tonnes? C'est à l'unité? Ça fonctionne comment? Combien d'arbres vous débitez par an, par exemple? Alors, on parle en mètres cubes quand on est en exploitation forestière. Donc, on achète à peu près entre 10 000 et 15 000 cubes de bois par an, ce qui fait qu'on n'est pas un gros consommateur de bois par rapport à d'autres unités, mais c'est quand même assez important. Et ensuite, on va fabriquer des palettes, qui est l'unité de conditionnement du déroulage ou du sciage quand on voit les produits qui sont proposés. Et puis, on peut travailler jusqu'à la tonne quand on parle, par exemple, de la poudre de bois, où là, du coup, on va parler en tonnes ou en mètres cubes. Tout à fait. Quel chiffre d'affaires? Alors, on a un chiffre d'affaires aujourd'hui qui progresse énormément. Moi, je suis arrivé en 2018, le chiffre était aux alentours des 1,4 million d'euros, où il devait y avoir une douzaine de personnes. Aujourd'hui, cette année, on va dépasser les 2,3 millions. On devrait même passer aux 2,4 millions. Le prévisionnel l'année prochaine, on va dépasser les 4 millions d'euros. On a une très forte croissance parce que on va dire que le contexte à l'heure actuelle dans le monde de la tuilerie, et malheureusement pour les gens qui achètent des tuiles en ce moment, c'est un peu difficile. On a un contexte où la tuilerie est en plein boom, et ça va durer. Et on a en plus beaucoup de nouveaux marchés qui nous arrivent depuis quelques temps. Donc on a un taux de saturation machine qui est très important en ce moment. On l'a un petit peu évoqué, la crise sanitaire 2020-2021, vous avez pu la passer sans trop de casse? Non, la crise 2020-2021 a été une année difficile dans tous les points de vue. Alors, j'ai pas envie de dire qu'on a été dans la casse, parce que du coup, on a eu la chance de pouvoir travailler en extérieur, donc on était moins soumis à la conditionnalité qu'on peut retrouver dans des locaux fermés. Par contre, c'est vrai que ça tombait au mauvais moment, parce que c'était le moment de ma reprise, et donc il a fallu qu'on adapte beaucoup de choses par rapport à cette façon de travailler qui a été vraiment différente. Donc non, on a subi, et j'ai d'ailleurs demandé à notre contrôleuse de gestion de faire un point sur le coût de la Covid, parce que j'aimerais bien qu'on en parle un jour. Vous avez été aidé par l'État? Oui, on a bénéficié du PGE qu'on a commencé à rembourser il y a maintenant quelques mois. Nous avons une aide financière de la part de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a bien soutenus, qui a surtout permis en fait de bien équiper les gens en matière de protection. On en a profité pour remettre en place, parce qu'on a perdu à ce moment-là notre prestataire de service qui habillait, on va dire, les gens, et donc on en a profité pour leur redonner justement tous les équipements dont ils avaient besoin pour travailler, des vêtements, etc. Et puis de leur permettre aussi de bénéficier davantage par rapport à ça. Donc on a vraiment tourné la subvention que la Nouvelle-Aquitaine nous a donnée, on l'a vraiment remis sur les hommes et sur les femmes, parce qu'évidemment il y a des femmes, mais on les a vraiment réinvestis plutôt sur l'homme et la femme et leur quotidien, quoi. Voilà. Avant de continuer à discuter, on va parler emploi, parce qu'il y a quand même des offres d'emploi sur notre territoire. Et après, on va parler innovation, parce que le groupe Lequier, c'est beaucoup d'innovation et beaucoup de projets qui pointent le bout de leur nez, et on va voir ça. Donc, les emplois. Alors, il y a des offres d'emploi, effectivement, sur le territoire. On a des aides couvreurs à Saint-Sauveur-d'Aunis. La Rochelaise Couvertures Zingri recherche un aide couvreur. À Saint-Ouen-d'Aunis, un chargé d'affaires VRD, hydraulique. À Maran, en CDD, un assistant administratif. Ça, c'est la CDC
la communauté de communes Onis Atlantique qui recherche aussi du monde, puisqu'il faut faire aussi fonctionner nos collectivités. À Villedoux, en CDI, un technico-commercial traitement des eaux. On poursuit avec l'autre panneau. Voilà, conseiller mobilier IAD France à Courson, Andilly, Saint-Ouen-d'Onis, Maran et Villedoux. Là, c'est plus un indépendant qui est recherché pour couvrir l'ensemble de ce territoire. Super U Maran est toujours à la recherche d'un boulanger. Ils ont du mal à recruter. Il y a même une autre offre d'emploi, aide boulanger aussi, un aide boulanger qui est recherché. Un vendeur en bricolage, ça c'est du côté de Brico Dépôt à Andilly. Là c'est en apprentissage, donc c'est en alternance. Un maran, un plombier nautique, là c'est en intérim avec Morgan Service. Et enfin, sur les 4 dernières offres d'emploi, à Manœuvre Travaux Publics, équipe enrobée. Alors l'enrobé, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le goudron que l'on retrouve sur nos routes, à Saint-Sauveur-d'Onis, ça c'est en intérim avec ADECO. Un ouvrier VRD, pour ceux qui ne savent pas, VRD ça veut dire voirie et réseau divers, à Saint-Sauveur-d'Onis, en intérim avec ADECO. Un électricien photovoltaïque à Villedoux, en CDI, avec Air et Vert Environnement. C'est peut-être une société qu'on invitera, parce que c'est assez dans le vent, le photovoltaïque, je vais y arriver. Et enfin, un maçon en rénovation à Saint-Sauveur-d'Onis, chez Dimitri Manceau, en CDI. Et toutes ces offres, bien évidemment, vous pouvez les retrouver sur le site emploi.onisatlantique.fr. C'est un site internet qui regroupe l'ensemble des offres d'emploi du territoire de la CDC Onis Atlantique. Julien Rocher, à vous. Vous êtes le cofondateur de Costomise. Tout à fait. Costomise, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est un laboratoire cosmétique. C'est ça, vous faites du conseil en cosmétique. Vous êtes installé à la Cale, donc dans les mêmes locaux que Onis TV, juste au-dessus de nous. On vous entend parfois faire des explosions. Non, c'est vrai. Mais quelles sont véritablement vos activités ? Alors, les activités, c'est tout d'abord d'accompagner les porteurs de projets cosmétiques du début jusqu'à la fin de leur projet, mais aussi éventuellement sur une partie de leur projet. Ça va dépendre vraiment des besoins de chaque porteur de projet. Nous, on est vraiment orienté sur les projets cosmétiques naturels, bio, éco-responsables. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous. Maintenant, on a aussi une activité de conseil, comme vous l'avez dit juste au départ. Et donc, on intervient aussi pour éventuellement la construction d'unités de fabrication cosmétique, pour des audits qualité, en lien avec les bonnes pratiques de fabrication. Vous ne vous limitez pas aux produits, vous allez aussi sur la chaîne de fabrication. C'est tout à fait vrai. On va sur les chaînes de fabrication, on va également chez nos sous-traitants, chez nos fournisseurs, mais on peut aussi avoir des demandes d'audit de parties externes qui vont nous demander d'aller vérifier justement chez ces fabricants et sous-traitants si c'est conforme à leurs attentes d'un point de vue qualité. Et en cosmétique, on peut faire du naturel et du bio sans tomber dans les travers de la chimie. On peut faire du naturel et du bio, tout à fait. Il existe maintenant aussi des labels qui permettent aussi d'élever la qualité de ces produits, comme les labels Cosmos Natural ou Cosmos Organique, comme Nature et Progrès. Donc, on va dans le bon sens. Cosmos a d'ailleurs informé les laboratoires, les sous-traitants et les fabricants qu'ils travaillaient sur une nouvelle version du référentiel, la version 4, qui va apparaître en 2023. Donc, ça veut dire qu'on s'améliore d'année en année pour proposer des produits plus sains pour les consommateurs, plus respectueux de la planète. Alors si vous êtes là, c'est pas par hasard, hein, forcément, c'est forcément en lien avec le groupe Le Quai. Je le disais en début d'émission, le groupe Le Quai, ok, c'est une scierie, mais c'est aussi une entreprise qui innove. Et alors là, si on n'est pas au courant, on ne peut pas le deviner. En quoi le peuplier peut-il être un arbre qui peut nous amener à faire de la cosmétique ? Stéphane Fournier, parce que c'est ça en fait le gros projet du groupe Le Quai dans les semaines, mois et années à venir. Alors en fait c'est vrai que c'est un projet qu'on peut avoir du mal à comprendre parce qu'on ne voit pas le bois dans la cosmétique. En fait, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un process qu'on utilise qui est le process de déroulage, qui est ce qu'on appelle un process d'extraction à froid quelque part. C'est-à-dire qu'on vient comme un taille-crayon, on vient dérouler une grande feuille et quand on va appliquer une pression sur le déroulage de la feuille,
il y a une sève qui va s'écouler. On a fait des images, justement, comme ça, on va voir tout de suite. On Voilà. appelle ça l'eau de peuplier, c'est ça? Exactement, c'est le principe, c'est de l'eau de peuplier, vous la voyez parfaitement. En fait, cette sève qui est dans l'arbre, par la pression, va sortir en fait du tronçon et on va pouvoir récupérer cette eau. Parce que le peuplier est un arbre qui boit à peu près 200 litres d'eau par jour. Donc c'est un gros consommateur d'eau. Mais ça relargue dans la nature l'équivalence. C'est-à-dire que s'il fait si frais l'été dans les peupleraies, c'est parce que en fait, c'est un système, c'est un diffuseur, on va dire, d'eau. Et donc, du coup, on va retrouver beaucoup de cette eau en suspension dans l'atmosphère et donc rafraîchir l'atmosphère. Donc aujourd'hui, c'est 200 litres d'eau par jour. Quand on va couper l'arbre, on va récupérer donc des arbres qui ont de l'eau à l'intérieur. Et cette eau n'est autre que la sève. Et c'est cette sève, en fait, qui va avoir un intérêt pour nous parce que, après quelques années d'études, on a pu identifier ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant à l'intérieur. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette eau? Et là c'est Julien Rocher qui vient pas encore. vous aider ou qui va venir vous aider. Quel est le rôle, en fait, d'un conseil en cosmétique quand on a un projet tel que le vôtre? Alors, avant d'aller voir Julien, il faut d'abord travailler sur ce qu'il y a dedans. Et là, il faut faire appel à des universitaires. Donc, il y a eu un rapprochement universitaire fort avec l'université de Toulouse. Et puis également Poitiers et également Bordeaux, qui sont les 3 universités avec lesquelles on a travaillé et qui nous ont permis d'identifier qu'est-ce qu'on avait à l'intérieur du peuplier. Vous n'avez pas le droit de le dire? Oh, si, c'est bon. Donc on va retrouver des minéraux, beaucoup de minéraux, parce que c'est un bois, c'est un phytosanitaire, c'est-à-dire que ça absorbe tout ce qu'il y a dans le sol au niveau du peuplier. Donc on va absorber en fait tous les minéraux qu'on peut avoir dans le sol, donc on va les retrouver. On va retrouver aussi des polyphénols d'intérêt, parce qu'on est dans la même famille que les saules, là où on a découvert l'aspirine. Du coup, on va retrouver en fait des molécules très similaires, la populine en l'occurrence, et toute cette famille de populines, de salicates ont des propriétés antibactériennes d'intérêt. Et donc, on a travaillé sur l'identification de toutes ces molécules avant d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de rentrer au cœur même de la cellule du peuplier, la lignine. Avant de rentrer dans la lignine, on a découvert qu'il y avait beaucoup d'oses. D'oses, c'est des sucres simplifiés, c'est des sucres très très simples, mais qui sont très utiles en fait pour la médecine et qui sont très utiles d'une manière générale pour le corps. Donc en fait, on a bien identifié 3 familles sur lesquelles on veut travailler maintenant, qui vont nous porter déjà quelques projets par rapport à la cosmétique, parce que les sucres en cosmétique, on les utilise, parce que les polyphénols en cosmétique, on les utilise, et parce que les minéraux en cosmétique, on les utilise aussi. D'où le travail avec... Alors juste là, votre expertise, elle apporte quoi au groupe Lequet dans ces projets-là de cosmétique? Alors, déjà, c'est une sorte de coproduit. Déjà, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est un point important. Et le coproduit est quand même assez en vogue en cosmétique en ce moment, un coproduit d'origine française, qui plus est. Ensuite, les propriétés de cette matière, de cette sève, de peuplier, elle va apporter forcément les allégations qu'on va vouloir retrouver sur les produits cosmétiques. Ça pourrait être des allégations de type hydratation, par exemple, ou d'autres types d'allégations qu'on va aller chercher, mais après, il va falloir faire des études sur les produits finis, qu'on appelle test d'efficacité, pour prouver que cette matière première, dans la formule du produit cosmétique, a bien les propriétés qu'on a trouvées sur la matière première. Donc ça, c'est encore une autre étape qui arrivera un petit peu plus tardivement. Mais c'est vrai que voilà, c'est des matières premières qui sont quand même relativement riches et forcément porteuses d'intérêt pour les produits cosmétiques. Alors quel type de produit? J'imagine c'est pas de l'antiride? Si, non, éventuellement. On peut, bien sûr, il y a des oses, donc les oses et les antirides sont très, très copains. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire en fait? Alors voilà, c'est plutôt cette question de l'intérêt de travail. Donc on est clair, on a trouvé
dans le peuplier une richesse sur laquelle on pouvait s'appuyer, en particulier sur tout ce qui est les projets d'hydratation. Ce qui nous a permis, en fait, ce qui va nous permettre en fait d'ouvrir deux gammes. Une gamme qu'on a déjà établie, qui est finalisée maintenant, et qui partira dans les résidences hôtelières ou à l'export. Donc c'est un projet qu'on est encore en train de ficeler d'un point de vue marketing. Et puis la deuxième gamme qui va être beaucoup plus travaillée, plutôt orientée sur les spas, cette fois-ci, est une gamme où on va retrouver tous les avantages et l'intérêt de la sève de peuplier. Et cette fois-ci tournée sur le soin, mais sur la préparation au soin. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de présenter en fait des gammes complètes qu'on va retrouver dans les grandes surfaces ou retrouver en parapharmacie, mais plutôt des préparateurs de peau, là où il y a beaucoup de choses à faire en fait. Et donc on va utiliser notre eau comme une eau thermale et on va appliquer en fait les principes de l'eau thermale. Mais alors, la question que je me pose, c'est, voilà, cette eau, elle coule quand... mais ça fait des dizaines d'années qu'elle coule, cette eau. Comment ça vous est venu? Vous vous êtes dit, oh, mais pourquoi on ne pourrait pas récupérer ça? C'est le hasard? Alors ça, c'est marrant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, j'étais étudiant, moi, à l'époque, quand je venais travailler chez mon oncle. Et du coup, un jour, on en a parlé brièvement. Je retournais en septembre à la faculté. Et on en avait parlé brièvement avec une amie en fac. Et quand on s'est retrouvés 25 ans après, elle m'a demandé où j'en étais rendu dans ce projet-là. Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas avancé, j'ai rien fait de ça. C'est débile, t'as raison, faut que je m'y mette. Et je me suis dit, puisque je dois faire quelque chose, j'avais envie de faire quelque chose de fin de carrière qui était différent. Voilà, donc tout a été bâti autour de ce projet-là, reprise d'entreprise, redéveloppement d'une activité qui était un peu en déperdition, et puis volonté ensuite de créer beaucoup d'innovations autour du bois. Ah mais l'eau, en fait, on l'a touchée tous les jours, ouais, et en fait, cette eau... Et à un moment donné, vous vous êtes dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec, c'est ça? Alors, ce qui était intéressant, c'est que aussi, j'écoutais beaucoup les gens qui étaient là-bas, et il y avait beaucoup de personnes qui disaient, on n'a jamais de problème de peau, et de mal aux mains, on n'a jamais rien, ils n'avaient pas d'engelure, ils n'avaient jamais rien. Et je trouvais que c'était intéressant parce que travailler quand même dans le déroulage quand il fait froid l'hiver ou chaud l'été, on se dit les mains vont être gercées, il va y avoir plein de choses. Et en fait, ils n'avaient pratiquement rien. Et je trouvais ça très intéressant. Donc en fait, ça a démarré comme ça l'idée, c'est de se dire, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui peut être à l'observation. Alors forcément, un projet aussi énorme, ça demande des investissements, ça demande un budget, et puis ça demande aussi un lieu pour pouvoir développer ce projet. Et c'est pour ça que Roland Gallian, vous êtes sur ce plateau aussi, oui. Parce qu'il y a des petites idées, même une grosse idée d'implanter éventuellement le laboratoire, hein, on appelle ça comme ça, un laboratoire, un labo Lequet à la Greffe-sur-Mignon, c'est ça? Alors aujourd'hui, nous nous étions rencontrés il y a 3 ans avec Stéphane et du coup, je l'avais invité à visiter le site de la briqueterie. C'est ça. Et nous avions fait cette visite avec ses collaborateurs de l'équipe en place à l'époque et Stéphane avait été marqué, comme beaucoup de visiteurs d'ailleurs, hein, par le site de la briqueterie, de la tuilerie, puisque c'était à l'origine une tuilerie. Et puis... nous avions décidé de se revoir et Stéphane nous avait toujours dit, écoutez, on vous accompagnera, on vous aidera, c'est intéressant ce projet. Et puis il nous avait présenté aussi son projet de mise en place de traitement de peau par les eaux de peuplier, suivant diverses formes. Et l'idée s'est construite de se retrouver autour du site de la briqueterie, puisque je rappelle que le site de la briqueterie a été lauréat d'un appel à projet d'envergure nationale qui s'appelle Réinventer le patrimoine. Sous l'autorité du ministère de la Cohésion sociale et qui a pour objet de relancer des activités sur le patrimoine industriel, culturel ou autre, en alliant l'économie et le tourisme. Et on a trouvé là, l'un et l'autre, mais aussi avec la communauté de communes, un intérêt qui pourrait servir et profiter au développement du site de la briqueterie et puis au développement sur le territoire de Nice Atlantique du projet du groupe Lequet.
Je rappelle qu'on est situé à l'orée du Marais Poitevin, que la briqueterie était... C'est totalement justifié, donc. Ça me semble, oui, ça me semble être opportun. Et puis, on a parlé aussi d'argile et de ressources naturelles, puisque à l'origine, lorsque la mairie avait acheté le site de la briqueterie en 2004, l'objet était de valoriser aussi la possibilité de construction ou de reconstruction ou d'isolation avec des produits naturels territoriaux. Donc le peuplier était beaucoup utilisé dans nos territoires maraîchins pour les voliges, pour les bardages, pour les planchers, avec des vieux bâtiments qui sont encore en place et des planches de peuplier qui ont plus de 100 ans. C'est assez intéressant. Il ne faut pas qu'ils prennent l'eau, hein, Mathieu expliqué. Ah oui. Voilà. Et puis notre guinguette est en peuplier aussi. Alors voilà, donc ce qui est important, c'est d'utiliser la ressource territoriale, locale, de proximité. Et cette confrontation d'idées, cette présentation aussi, et ce suivi avec les services éco de la communauté de communes, nous ont permis d'avancer sur un projet qui est maintenant à l'étude, hein, puisqu'on est en train de réaliser des études structurelles sur le bâtiment. Et puis Stéphane, Monsieur Fournier, est en train de procéder à des études pour l'implantation de son laboratoire, et on avance pas à pas. Donc le projet n'est pas complètement ficelé, mais il avance. Donc le bâtiment dont on parle, c'est le bâtiment qui se trouve, on va dire, au fond de la briqueterie, entre guillemets, qui est une friche encore et qui est dans un état qui a vécu avec son temps. C'est ce bâtiment-là, hein, c'est dans ce bâtiment-là qu'éventuellement le labo... Absolument, c'est le bâtiment de l'usine. Alors je vais vous reprendre, M. Ludo, vous m'excuserez, mais le bâtiment est en bon état, il est sain, il a plus de 150 ans. Et donc les toitures avaient été refaites, on avait bien sûr procédé à un certain nombre de phases de travaux, mais il s'agit maintenant de lui redonner vie au travers d'une activité. Donc l'étude structurelle est obligatoire à partir du moment où vous avez une activité économique et du public, où vous êtes dans l'obligation d'être dans les normes, ce qui est tout à fait normal. Je n'ai pas d'inquiétude majeure ni mineure sur ce bâtiment. S'il est là depuis 50 ans, il le sera certainement encore dans 150 ans. Donc j'ai pas de difficulté. Mais il faut procéder à ce passage d'étape obligatoire pour bâtir et construire ce projet ensemble, les collectivités avec le groupe Le Quai. Pour une belle image ça de occupera territoire. l'ensemble du bâtiment ou c'est juste une partie dans la projection? Dans la projection, on a vraiment la nécessité de l'utilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait appel à Julien, parce qu'il fallait qu'il nous accompagne sur ce projet-là. Dans le projet en fait et dans l'idée en fait qu'on avait eue avec Roland, c'est vrai que la base était le bois, puisque c'était ce que moi je maîtrisais le mieux. Roland était venu, on avait beaucoup discuté de l'histoire de l'argile, et j'avais même récupéré un pochon en lui disant je récupère le pochon d'argile et on va voir ça avec Julien du coup. Et l'idée c'est que comme on va vraiment se caler sur ce qu'on appelle les préparateurs de peau, c'est-à-dire que avant de faire une application de crème de soin, le marché de la cosmétique en France est très 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 saturé. Il y a beaucoup de produits qui sortent, beaucoup de diversité de produits. Nous, au contraire, on a plutôt envie de se mettre sur un espace qui est plutôt libéré sur les préparateurs de peau, parce que souvent c'est eux qui vont permettre en fait l'application ensuite de crème. Donc cette idée de travailler sur la sève qui nous permet de travailler l'hydratation, il fallait aussi qu'il y ait d'autres principes actifs d'intérêt. Et c'est vrai que l'idée de l'argile et de travailler les masques en argile, peut-être même des applicatifs à faire avec l'argile pour faire des masques imprégnés de sève de peuplier. Voilà, on va réfléchir à beaucoup de choses et permettre justement cette fois-ci de bien conjuguer quelque part le patrimoine naturel du Marais, à savoir la brie, mais également le peuplier. Mais d'autres plantes vont arriver derrière. Julien Rocher, le marché de la cosmétique naturelle et bio, il est en pleine explosion? Alors oui et non. Malheureusement, en ce moment, avec tout ce qu'on sait en termes d'impact marché, vu la situation économique actuelle, par exemple, les produits bio sont impactés dans les magasins bio à hauteur de à peu près moins 30%. Donc, c'est vrai qu'on peut être un peu frileux. Maintenant, il va y avoir des marques type, je vais dire DNVB, c'est Digital Vertical Brand, qui sont des marques qui fonctionnent plutôt très bien sur les réseaux sociaux, qui vont bien fonctionner sur de la vente en ligne. Donc,
on ne peut pas forcément comparer toutes les marques, leur mode peut-être de commercialisation, mais c'est vrai que la tendance du naturel est plus forte en ce moment que celle du bio. Donc effectivement, la plupart des marques, et même les grosses marques qui avaient par exemple arrêté il y a à peu près entre 8-10 ans les marques bio, reviennent sur le marché du naturel depuis quelques années. Donc c'est bien qu'il y a une volonté quand même de proposer aux consommateurs des produits naturels et je le disais tout à l'heure, respectueux pour la planète, parce que c'est vraiment cette démarche-là qui est importante, je pense, pour les générations futures. Quel budget? Vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Je vous ai posé la question. Quel budget vous allez mettre dans ce projet? Alors, avant de parler de budget, je voudrais juste terminer quand même sur ce qu'on vient d'évoquer là, parce que c'est très important. Je pense que vous avez raison de signifier l'importance de la cosmétique et de son marché. Moi, je voudrais juste rajouter un petit élément aussi qui est important. C'est pour ça que nous, on va un petit peu plus loin que cette réflexion de la cosmétique. C'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le consommateur est de plus en plus nécessiteux de concepts globaux. Et on a beaucoup parlé de la cosmétique, ce qu'on appelle cutanée, c'est-à-dire celle qu'on s'applique. Mais on n'a pas beaucoup parlé de la cosmétique topique, c'est-à-dire que celle qu'on prend sous une forme de gélule, voilà, parce qu'on veut avoir des beaux cheveux brillants, on veut avoir une belle peau, etc. etc. Et en fait, dans le projet qu'on veut mener, nous, en tous les cas, au niveau de la briqueterie, c'est d'associer en fait la cosmétique cutanée à la cosmétique topique. Ça veut dire, à un moment, pouvoir proposer aux consommateurs à la fois de pouvoir avoir des soins de préparateur de peau et en même temps, derrière, de pouvoir, quand on a des problématiques de peau, donc on parle de tout ce qu'on peut aujourd'hui entendre sur le psoriasisme, enfin voilà, de l'eczéma, mais au-delà de ça, des peaux aussi très sèches. C'est des zones dans lesquelles on peut avoir des assèchements. Eh bien, on peut le travailler aussi par le côté topique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des gélules, on va pouvoir prendre des tisanes, on va pouvoir prendre plusieurs choses qui se boivent ou qui se mangent et qui, du coup, vont permettre d'obtenir une peau de meilleure qualité et, en tous les cas, une plus belle peau. Donc, l'idée, en fait, associée au projet de l'unité de fabrication, c'est aussi d'avoir de la tisanerie. Et donc, on va aussi, en même temps qu'on est en train de travailler sur le projet avec Julien, on est aussi en train de travailler sur une partie qu'on a commencé à évoquer, qui sont les huiles essentielles et les hydrolats de plantes, mais également d'y associer la tisanerie qui va permettre de soigner et de préparer en fait la peau de demain. Donc ça, c'est quand même des concepts qui vont être très globaux et qui vont nous permettre en fait sur le territoire de nous occuper des 400 plantes médicinales qui est à peu près référencées dans le Marais Poitevin. Budget. Budget maintenant. Alors, moi j'ai parlé de mon budget parce qu'il est important. Hein. C'est un investissement aujourd'hui qu'on a un peu encore du mal à bien regarder dans l'enveloppe budgétaire. C'est des projets qui vont être aux alentours du 1 million d'euros, inévitablement. Mais au-delà de l'appareil, de la réalisation en fait, de cette approche-là, il faut regarder aussi toute l'employabilité qu'il va falloir avoir et qui est importante. Parce que quand on fait de la cosmétique, on a un gros volet qui est avant tout du marketing et du commercial. Et ensuite, on a un vrai volet sur la production. Aujourd'hui, c'est le volet commercial et marketing qui va être probablement le plus important parce qu'il va falloir partir très vite à l'export. Et donc, on va avoir des budgets qui vont là aussi ressembler à un peu plus d'1 million d'euros sur cette phase-là. Julien Rocher, c'est là aussi où vous intervenez sur la chaîne de fabrication, sur la production. Vous êtes aussi là en tant que conseil en disant bah voilà, il faut telle machine, telle chose, et donc ça implique tel nombre d'emplois aussi. C'est ça un peu? C'est ça. En fait, on part du besoin, c'est-à-dire les produits qu'on va fabriquer, le type de produit, donc la galénique du produit, qui va impliquer derrière des typologies de machines. Des typologies de fabrication à chaud, à froid, et donc après des machines qui vont faire le remplissage. Donc sur toute la chaîne du début de la fabrication du produit jusqu'à sa mise sur le marché. En parallèle, on travaille sur les plans qui doivent respecter les bonnes pratiques de fabrication, 22716, donc c'est une norme ISO. Et on a dans cette norme ISO l'obligation, en tout cas une obligation de résultat, sur les flux qui doivent être appliqués dans cette usine. Donc des flux en termes de personnel, en termes de matière, en termes de déchets.
à minima. Donc, c'est vrai que si on ne prend pas en fait, l'ampleur du sujet dès le départ, en pensant à tout ce qui doit être appliqué, eh ben, on se retrouve un petit peu, je dirais, la tête face au mur quand le produit il est déjà fini et finalisé. Donc là, on essaye vraiment de penser à tout, de prévoir voilà, tous les équipements nécessaires pour que l'usine soit prête pour fabriquer les produits issus de cette sève de peuplier. C'est pour quand ? Je crois qu'il faut savoir raison garder. Il faudra passer toutes les étapes. Je parlais tout à l'heure de faisabilité, d'études, et aussi bien du côté des collectivités que du côté du porteur de projet. Je dirais bientôt. Moi, je ne peux pas donner de date, mais probablement avant quelques années. Enfin, je ne sais pas exactement le tempo. Le tempo, il est lié à la stratégie. Globalement, voilà, la stratégie, c'est 2025 sur l'objectif qu'on s'est donné. C'est demain, quoi. C'est demain. Mais comme dit Roland, ça va dépendre de beaucoup d'informations, ça va dépendre des contextes. Et puis, donner des dates en ce moment avec les contextes qu'on a vécu depuis 3 ans, je ne vais plus me mouiller, moi. Au-delà de la date, ce qui est important, c'est qu'on y travaille. Voilà, on y travaille en termes de partenariat, et c'est ça qui est chouette. Et puis, tout à l'heure, vous parliez de budget, moi je voudrais juste en dire un mot. Je ne vous donnerai pas de chiffres, je n'ai pas de chiffres à donner, mais ce qui est important dans un projet, c'est le cœur de projet. Et quand le cœur de projet est bon, on trouvera les financements. La mise en place et le développement d'un produit innovant par une entreprise locale avec des productions de matières premières locales, c'est ça le cœur du projet, dans un site emblématique. Tout à l'heure, Stéphane nous disait qu'il calait des tuiles avec ses bouts de bois. Eh bien, nous, on va lui faire recaler la briqueterie. Et donc la boucle va être bouclée. Et ce qui est important, c'est ce cœur de projet. Alors évidemment, les budgets, c'est aussi important de ne pas faire n'importe quoi. Mais pour la petite histoire, la commune de la Grève est toujours allée chercher des partenaires privés sur son grand projet de rénovation d'ici de la briqueterie. Fondation du patrimoine, fondation de la caisse du Crédit Agricole. Aujourd'hui, Groupe Le Quai, mais certainement d'autres financements peut-être privés derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'allier le patrimoine public, les espaces publics à des financements privés pour un projet d'envergure et un projet d'avenir. Alors, j'aimerais comprendre, c'est ce bâtiment, enfin la briqueterie, c'est le propriétaire, c'est bien la commune de la Grève, on est d'accord, ou c'est aussi la CDC? Alors, j'ai du mal. Le propriétaire est la commune de la Grève sur Mignon. D'accord. Acheté en 2004 et confié sous bail amphithéotique par un acte notarié à la communauté de communes, c'est en fait une espèce de délégation de propriété pour mener à bien ses missions de compétences. Voilà. Mais c'est une formule, c'est un peu comme le bail à construction, si vous voulez. Ce sont des formules qui permettent de mettre à disposition des espaces pour que les entreprises ou les collectivités puissent réaliser leurs projets. Dans un temps et un espace déterminé, avec un objet déterminé. Particulier ou pas, quoi. Voilà. Avant de continuer à parler innovation, notamment parce qu'il y en a d'autres, hein. Vous n'êtes pas arrêté là, on va tout de suite parler de formation, c'est important aussi. Alors de nombreuses formations sont à pourvoir et ont du mal à recruter, n'est-ce pas Mélanie? Tout à fait. Vous êtes bien placée pour le savoir. Très vite, on a des formations dans le domaine du transport et de la logistique. Donc on va citer très vite les postes qui sont possibles, de caristes d'entrepôt avec l'école de conduite française, un agent magasinier, un conducteur de transport en commun sur route et conducteur de transport routier de marchandises sur tout véhicule avec toujours l'école, je vais y arriver, l'école de conduite française. Dans le bâtiment, il y a une formation en habilitation électrique avec le CIPECMA, un CAP menuisier installateur avec le Greta de Surgères, donc pas très loin d'ici, un câbleur raccordeur de réseau fibre optique avec le Greta de La Rochelle. Il y en a d'autres, hôtellerie-restauration qui sont énormément en peine de main-d'œuvre et donc forcément de gens qualifiés. Un CAP cuisine avec le Greta de Lagor, un CAP production et services en restauration, un CAP commercialisation et services en café-hôtel avec le Greta de La Rochelle toujours. En industrie, au Greta de La Rochelle, un CAP maintenance des véhicules avec option voiture particulière, un CAP réparation et entretien des embarcations de plaisance. Ça c'est bien parce que c'est du nautisme et ça nous touche aussi. À l'AFPI, à Châtelaillon, titre pro soudeur. Alors titre pro, c'est un titre professionnel, un soudeur assembleur industriel, un soudeur multiprocédé et une spécialisation en soudure alu. C'est de plus en plus
Enfin, il y a de plus en plus de recherches pour les soudeurs à lui et de moins en moins de candidats. Et enfin, en industrie, à IFI Insertion, on les avait reçus ici. IFI Insertion à Périgny, un TP, alors TP, j'ai oublié le terme, tant pis. Un temps plein. C'est un temps plein Bah, je pense. Stratifieur multiprocédé en matériaux composites et en peintre industriel. C'est tout, je crois. Non. Oui, ah oui, c'est tout. Et donc là, c'est à Mélanie, pardon. Mélanie, vous allez nous parler des formations qui sont dispensées par les Pictons, le centre socio-culturel de Maran, parce que eux aussi proposent des formations. Exactement. Le centre socio-culturel Les Pictons, donc situé à Maran, est également organisme de formation. Il propose des formations individualisées en petits groupes à Maran et à Courson, en informatique, en savoir de base, donc lire, écrire, calculer, faire des démarches administratives ou des recherches d'emploi. En FLE également, en formation langues étrangères pour des personnes d'origine étrangère, pour apprendre la langue française à l'oral et à l'écrit. Les modalités d'entrée sont assez simples, c'est vraiment pour tout public à partir de 16 ans, tout âge donc, en recherche d'emploi ou non, accessible également aux salariés. Ces formations sont financées par la région, sans prérequis. Et pour plus d'informations sur ces formations, je vous invite à contacter Christelle, donc de l'association Les Pictons à Maran. Et pour toutes les formations que l'on a évoquées là aujourd'hui, vous vous rapprochez de vos conseillers Pôle emploi, parce qu'il y a énormément de postes à pourvoir en formation, et ça donne forcément un métier derrière, en tous les cas un emploi. Je crois que vous recherchez aussi, hein. Alors, et vous avez du mal à trouver. On recherche. On va rechercher là pour cette fin d'année à peu près entre 10 et une quinzaine de collaborateurs dans les filières différentes. Alors, je profite de l'opportunité et puis surtout de l'information, c'est que nous aussi, nous sommes en train de travailler sur notre propre école. Donc, il y a un projet d'école qui est en train de se mettre en place. En fait, on vient de passer 80 personnes en contrat de professionnalisation en interne et on a pris la décision très récemment en lien avec notre OPCO, donc c'est l'organisme qui nous permet de financer en fait les formations, de lancer en fait ce référentiel métier qui va être mis en œuvre sur le groupe et qui va traiter tout ce qui va être les métiers du bois, la chimie du bois. Et donc, il y a à peu près un référentiel de 40 métiers qui est en train de se faire sur le domaine. Et on va pouvoir accueillir bientôt des premiers stagiaires, ce qu'on a commencé à faire mais de façon assez rapide. Là, maintenant, on va pouvoir les intégrer dans notre école. Il y a énormément d'emplois sur le territoire, en fait, parce qu'il y a 15 jours, on recevait Bali Catamaran, ils sont à la recherche d'énormément de monde. Vous recherchez aussi. Et on a l'impression que personne ne toque à la porte. Il se passe quoi en ce moment Roland, vous qui avez été aussi dans la précédente mandature en charge du développement économique de la CDC, vous l'analysez comment cette problématique-là? Alors, c'est vrai que c'est paradoxal et effectivement, on est content de voir des emplois se développer sur notre territoire parce qu'on avait une carence d'emplois en périphérie des zones agglo de La Rochelle et de Niort. Partout, le chômage baisse, mais partout, les entrepreneurs, les collectivités ont du mal à recruter des personnels. Sans être vraiment trop acide, il y a certainement quelque chose à revoir sur les modalités d'accès ou de retour à l'emploi, sur les modalités d'aide, d'accompagnement, très certainement. Je ne crois pas que dans notre pays, il y ait des gens qui ont envie de travailler et des feignants. Mais il faut peut-être mieux accompagner, mieux expliquer, mieux encadrer, de façon à faire en sorte qu'effectivement, un certain nombre de gens qui sont en tension vis-à-vis de l'emploi reprennent goût à la vie, reprennent goût au travail et puissent retrouver un poste et que ces emplois soient pourvus. C'est effrayant de voir des entreprises qui sont en progression et de ne pas trouver de personnel. C'est complètement... c'est un peu stupéfiant. C'est surtout qu'en plus, ça risque de freiner l'avancée de ces entreprises, voire peut-être même de les mettre en danger à un moment ou un autre. Vous, c'est pas votre cas pour l'instant, ça va? On ne sait pas. Rassurez-nous. Non, on ne sait pas du tout. C'est quelque chose sur lequel aujourd'hui j'ai pas de position. Ce que je sais que nous, on travaille beaucoup sur la référence de cooptation, la référence de tutorat. Et depuis quelques temps, on va même au-delà. On essaye de vraiment de bâtir une ligne de métier à des jeunes qui sont souvent déscolarisés et qui ont besoin d'avoir le retour à l'emploi et surtout de leur donner une vision, parce qu'on a des jeunes qui, et je le comprends, c'est une génération qui subit beaucoup de choses en ce moment,
Et je pense on a vraiment besoin d'expliquer l'intérêt du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un enjeu qui est colossal, c'est la notion du travail et pourquoi le travail. Et je crois qu'il faut qu'on revienne sur ces bases-là. On passe beaucoup de temps à essayer de dialoguer avec tout le monde pour nous comprendre quel est l'intérêt ou pas du travail. Moi, personnellement, j'étais parti sur un prérequis en me disant c'est le problème des salaires. Et en fait, on vient de faire une enquête auprès de nos collaborateurs et en fait, c'est pas du tout ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est le projet d'entreprise, la relation de liberté qu'ils ont dans le travail, j'ai envie de dire l'autonomie. C'est pour ça qu'on est passé en responsabilité autonome par rapport au poste de travail. Et on est dans cette démarche où on a compris que le salarié n'était pas simplement là pour opérer, mais qu'il avait envie d'apporter quelque chose de différent dans l'entreprise. Et autrefois, on posait beaucoup moins ce type de questions. Je pense que maintenant, les gens, ils ont vraiment, parce qu'une fois qu'ils ont quitté l'usine, on dit tout le temps, oui, ils n'ont pas forcément envie de penser au travail, etc. Mais le quotidien fait qu'ils en parlent beaucoup. Et plus ils sont attachés à leur usine, plus ils ont envie d'y revenir et plus ils ont envie de la valoriser. Donc nous, l'objectif maintenant, c'est vraiment de garder ce lien parce que les gens cooptent les personnes qui arrivent. Et celles qui arrivent, qui sont cooptées, généralement, on a 0 taux d'échec de départ. Je pense, moi aussi, très, très rapidement, je pense également qu'il faudrait se poser la question des filières d'éducation, notamment l'éducation nationale. Et alors, je n'ai rien contre ces gens-là, mais en même temps, dans notre pays, on a cherché longtemps, les politiques ont longtemps cherché à valoriser le bac à plus de 80% de réussite. Maintenant, on nous parle des taux de 90% de jeunes qui vont dans les universités, sur des cursus universitaires, mais qui ne trouvent pas de débouchés derrière, au détriment des filiales techniques et professionnelles et d'apprentissage, que l'on trouve moins dans les pays d'Europe du Nord, où les emplois sont beaucoup axés sur la technique, la professionnalisation des techniques, et puis avec des débouchés professionnels importants et intéressants. Et peut-être là, il y a une vraie carence dans notre pays. Donc il y a quand même une responsabilité politique. Quand je dis politique, elle est nationale. Nous, la politique que nous faisons dans nos villages, c'est de la politique de proximité, c'est celle qui est noble. Mais ce n'est pas celle qui change les choses dans les grandes orientations. Il y a certainement, à mon avis, ici, quelque chose à faire d'une espèce de grosse machine qui s'auto-alimente et qui finalement ne cherche que du résultat, avec des moyens colossaux, qui pourraient être mis ailleurs, dans des formations, me semble-t-il. Roland Galland, je vous laisse la parole parce que j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le site de la briqueterie. Oui. C'est une aubaine, ça, pour la Grève-sur-Mignon, non? Je crois que c'est une aubaine méritée parce que la briqueterie le vaut bien. c'est ça ma philosophie. Moi, je dois vous dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à continuer à travailler avec Stéphane, et puis beaucoup de plaisir d'entendre que va revenir sur ce site de l'argile, du bois, donc des matières naturelles qui ont déjà été travaillées. Et une activité à caractère industriel, puisque traditionnellement les habitants de la commune appellent le grand bâtiment, ce fameux grand bâtiment, le bâtiment de l'usine, puisque c'était le plus vieux bâtiment en 1870, il est en moellon, et puis à partir du moment où ils avaient les fours, ils ont construit toutes leurs extensions en tuiles et en briques. Donc faire renaître ce site, c'était l'objectif de la commune lorsqu'elle l'a acheté en 2004, ne pas laisser tomber ce patrimoine industriel dans l'escarcelle privée pour en faire un lotissement, une maison de retraite, je ne sais quoi encore, et le revaloriser. Donc on est aujourd'hui très content des tournures que prennent les choses. La communauté de communes mène aussi sur le site une politique culturelle puissante, audacieuse, et on est persuadé que les deux peuvent se coupler. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans le volet de Stéphane, il y aura peut-être une approche aussi touristique sur l'industrie qui est de développement. On va y venir, tout à fait. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on avait Fred Martin l'autre semaine, l'artiste, qui a fait des masques d'argile. Et puis, donc on est vraiment dans le masque, puisque moi je me suis déjà fait des masques d'argile avec l'argile de la briqueterie. Alors j'ai pas la meilleure mine, mais ça va venir. Hein, il faudra que je rajoute un peu de peuplier et puis ça ira tout seul. Mais on est vraiment dans une démarche aussi alors je me pose ce mot bien-être, mais vraiment de retour aux sources de l'exploitation de ressources naturelles. Et c'était le cœur de projet que l'on avait au départ avec le parc, de revenir un peu sur ces choses plus traditionnelles, quoi. Et c'est ça qui est passionnant. L'argile, le masque et de l'eau de peuplier, franchement, vous allez faire des Grévois heureux. Si on vous avait dit ça il y a 3-4 ans, vous auriez dit, mais ils sont complètement fous. J'aurais dit, ils sont fous, mais ça m'intéresse. Alors, il n'y a pas que ça en innovation chez le groupe Lequet. Vous voulez nous faire manger du peuplier maintenant? Ah bah oui, c'est ça, bien sûr. Oui, on a déjà fait manger du peuplier au préfet. Au préfet. Il est toujours là, voilà. Le préfet, je rassure tout le monde.
Oui, tout à fait. On a eu le plaisir de lui faire découvrir les cookies avec de la poudre de bois. Et du coup, en fait, là aussi, on a vraiment réfléchi à cette approche d'intérêt par rapport à la poudre de bois. Alors, non, très sérieusement, au démarrage, c'était pas évidemment l'humain qui était ciblé, c'était l'animal. On avait compris, en faisant du biomimétisme, c'est-à-dire de copier la nature, on avait très vite compris l'intérêt en fait de protéger les arbres quand on les plantait, parce que du coup, les cervidés, etc., allaient manger les arbres. Et on s'est dit, là, il y a quelque chose, enfin les écorces du moins, on s'est dit, là, il y a quelque chose que nous, il est important de regarder. La nature a beaucoup de choses à nous amener comme information, donc on a commencé à faire, dans la continuité de nos recherches, on a fait ces réflexions-là, on a pris contact avec des spécialistes de l'ingrédient de l'aliment, de la nutrition animale, mais également des spécialistes de fabrication d'aliments pour les animaux. Et on s'est dit, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Donc on a fait des tests sur les poules, les canards, les lapins, les porcs, selets, et on s'est aperçu en fait qu'il y avait un intérêt sur la satiété. C'est-à-dire que quand on fait de l'élevage, beaucoup d'animaux s'ennuient. Et quand ils s'ennuient, ils mangent. Et quand ils mangent, pour des poules pondeuses, elles font des occlusions. Donc c'est pas bon. Pour d'autres, c'est de l'agressivité. Et donc on s'est dit, si on rajoute un élément nutritionnel qui du coup ne amène pas de calories, ça devrait permettre en fait à l'animal d'être dans un bien-être qui va être un peu différent. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, on s'est aperçu que finalement, les animaux avaient ce côté satiété repue. Et après, on a fait le lien avec le biomimétisme et travaillé sur la robustesse animale. Et on s'est aperçu que les animaux qui prenaient cette écorce de façon naturelle avaient moins de problématiques d'antibiotiques que les autres. Donc, ça démontre bien qu'il y a des alicaments, enfin ce qu'on appelle les alicaments, c'est des médicaments naturels dans la nature, et qu'il faut travailler plutôt avec ces médicaments-là plutôt que d'aller leur donner des amphétamines ou de je sais pas quoi, enfin des choses qui viennent de l'industrie de la chimie. Et là, vous vous êtes dit, l'homme aussi, quand il s'ennuie, il mange, il est aussi agressif, et pourquoi ne pas en donner à l'être humain? Alors avant d'arriver à l'homme, on s'est posé la question des animaux, parce qu'on s'est dit, oui, des animaux de compagnie, y en a énormément qui sont obèses, il faut savoir. Et on s'est dit, oui, il y a des réflexions à se poser par rapport à l'animal de compagnie, parce qu'on a toujours envie de leur donner à manger à ces petites bêtes, mais c'est pas forcément une bonne idée tout le temps. Donc voilà, donc on s'est posé la question. Donc il y a aussi le marché du pet food. Et puis on a également, très honnêtement, on s'est dit oui, il faut qu'on aille sur d'autres marchés, peut-être même l'humain, sur lequel il y a la possibilité de substituer une partie de la farine traditionnelle à une farine de bois. Et là, vous vous êtes rapproché de la minoterie de Courson, naturellement. Voilà. Naturellement, on s'est dit, sur le territoire de Nice, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une minoterie. Allons les voir, expliquons ce qu'on veut faire et voyons. Et là, vous avez été reçu à bras ouverts, ou ils vous ont regardé un peu en disant, carrément, mettre du bois dans la farine? Vous ne pensez pas? Non, Denis a été très heureux de nous voir arriver. Je pense que l'idée de travailler sur quelque chose de différent, y compris sur le territoire, je pense que ça les a vraiment beaucoup plu. Et on s'est dit, il y a beaucoup de projets à mener ensemble et il faut qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, on est là aussi sur des phases de test, on est sur une partie un peu plus laboratoire, mais on a déjà commencé à bien avancer dans le domaine. C'est étonnant. Enfin, franchement, on ne s'attend pas à partir du peuplier à avoir une diversification aussi importante de l'utilisation de cette matière première. Alors, ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir que le peuplier, qui est quand même... Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, parce que moi, c'est un arbre que j'apprécie beaucoup. Donc, le peuplier qui reste un arbre légendaire, parce qu'il a accompagné la Révolution française en 1789. On en mettait sur les places pour dire à quel point c'était important, la liberté. On a aussi utilisé le peuplier pendant très longtemps dans la religion protestantisme pour élever les âmes vers le ciel. On en a fait une substitution du roseau pour faire des cagettes. Aujourd'hui, les cagettes de légumes sont faites en peuplier. Il y a eu énormément d'intérêt de l'arbre, tout en le banalisant, énormément banalisant. C'est vrai que Roland tout à l'heure a parlé de tout ce qu'on utilisait dans le marais pour faire des protections extérieures. On l'utilisait en bardage, on l'a utilisé en construction. En bois de chauffage aussi. En bois de chauffage, on l'utilise un peu partout. Et l'idée maintenant de se dire, tiens, finalement, sur ce travail mécanique, regardons maintenant le travail de la chimie, ce que la chimie du bois peut nous permettre de faire.
on s'aperçoit qu'il y a autant de diversité qu'il n'y a pu en avoir en travail mécanique. Donc maintenant, il faut ouvrir les divers champs. Et forcément, vous êtes dans un milieu naturel, donc vous êtes tourné énormément vers l'environnement et la protection de cet environnement, parce que vous avez aussi des projets. Alors, c'est quoi? C'est du tourisme écologique, c'est du tourisme industriel, mais très vertueux, on va dire. Qu'est-ce qui se passe au sein de la scierie? Je sais que vous avez planté des peupliers. On a planté des peupliers. Voilà, des peupliers. Et vous souhaitez faire un cheminement, C'est ça. mais un peu plus... oui, on va dire un petit peu plus écolo que la normale. Oui, en fait, en discutant beaucoup avec la communauté de communes et puis en regardant ces projets pour le territoire, on s'est dit, au regard de ces différents sites qui commencent à prendre tout doucement un intérêt, comme la scierie à Luché, comme la minoterie à Courson, comme la Grève avec son futur laboratoire cosmétique et sa briqueterie, on s'est dit, il y a une logique touristique à développer qui permet pour nous, en tous les cas qui permet en fait de raconter l'histoire de l'arbre et d'avoir cette logique. Et du territoire, et surtout du territoire. Et je pense qu'on a envie de le mettre maintenant en musique quelque part, avec pourquoi pas un circuit en vélo, pourquoi pas on n'est pas loin de La Rochelle, il y a plein de choses à faire. Et c'est vrai que c'est une attractivité qui sort un peu des concepts différents. Alors j'ai la chance d'avoir une fille qui travaille dans le tourisme de luxe à Londres, et du coup qui nous amène de plus en plus d'informations sur comment on doit avoir et comment les étrangers voient le tourisme en France. Donc à l'heure actuelle, pour moi c'est une aubaine parce que ça me permet de voir tout ce qu'on a à faire. Et je crois qu'on a une ressource dont on ne se rend même pas compte en France. Sur la Syrie, on a des images aériennes qui nous montrent un petit peu ce que vous avez fait. Vous avez déjà fait un petit étang. Est-ce qu'on peut voir ces images ? Voilà. Au fond, là, et donc on a aussi des images que l'on a fait il y a 2 jours. Donc là, ça permettrait de faire le tour de la Syrie comme ça. Oui, oui. C'est intéressant parce qu'en fait l'étang il est arrivé un peu bizarrement. C'est une marque qu'on a reconstituée. Alors voilà, on est en train de faire un chenal autour de notre site avec entre une rangée de peupliers et puis bien sûr la protection qu'on met en place. On va bien sûr remettre beaucoup d'arbres sur le site. Il va y en avoir de plus en plus puisqu'on va planter pas mal d'arbres dans les l'hiver prochain. On a prévu déjà d'en replanter à peu près 200 sur le site. L'idée, c'est évidemment de faire un espace beaucoup plus forestier sur notre parcelle. On a ramené notre mare parce que c'est assez amusant, les échanges que j'ai eus moi avec la LPO. On est devenu refuge oiseau avec la LPO. Notre dossier, très clairement, est en train de passer pour devenir un établissement refuge oiseau. Donc c'est le grade au-dessus, avec l'analyse de la biodiversité, la mise en place de nids de cigognes, de nids de faucons, enfin voilà. Et mon premier contact que j'ai eu avec la LPO, avant qu'on commence ce projet, et j'en remercie énormément la LPO parce qu'on a vraiment une super relation, c'était parce qu'on était envahi à cause des pigeons. On avait énormément de pigeons sur le site et je ne savais plus comment faire. Il fallait trouver des solutions et ils m'ont guidé, ils m'ont aidé. Et ils nous ont conseillé, et en fait, le conseil, c'est faites venir des buses et des faucons, et vous verrez, vous n'aurez plus de pigeons. Et je vais vous dire, on n'a pas un pigeon. On n'a plus un pigeon. Donc pour moi, c'est pari gagné, et merci la LPO sur ce sujet. Roland, le tourisme aussi à la briqueterie, c'est avec ce labo, ça sera quelque chose forcément de plus important. Bien sûr, alors d'une manière générale sur la communauté de communes au Nice Atlantique, le potentiel de développement touristique est important avec l'artère principale de la Sèvre, la baie de l'Aiguillon, peut-être la requalification un jour ou la qualification un jour des moules de Charon. Et puis tout ce marais irrigué, ce marais mouillé, ces espaces naturels sensibles, la forêt de Benon, on voit que le territoire est riche en matière pour faire du développement d'un tourisme. Moi, j'aime bien le tourisme, dire du tourisme apaisé. On n'est pas dans notre cible, ce n'est pas la masse. On n'est pas dans un tourisme de masse, on souhaite un tourisme apaisé. Oui, la horde de bus qui vient sur le territoire, c'est pas forcément votre truc. Peut-être pour l'Argile, on aura des hordes de bus, mais je parle d'un tourisme apaisé qui viendrait découvrir les espaces naturels, découvrir notre marais, se promener, se régénérer, oublier un peu les réseaux téléphoniques et profiter du bon temps. Donc le développement et le projet de développement du tourisme industriel, c'est intéressant parce que Stéphane l'a dit tout à l'heure, l'idée c'est de retracer aussi l'histoire du territoire au travers de ces différentes activités. Et on voit bien que le projet du groupe Le Quai,
notamment pour le site de la briqueterie, de faire revenir sur le site de l'argile, de faire revenir aussi une activité économique, c'est redonner tout son sens à ce passé qui aujourd'hui n'est pas oublié et matérialisé et que l'on se doit de présenter aussi aux générations futures, de savoir de ce qui s'est passé sur notre territoire. La briqueterie, pendant la Seconde Guerre mondiale, a accueilli beaucoup de... Je parle de la Seconde Guerre mondiale, mais je pense aussi à l'Ukraine, puisqu'on est dans une situation un peu complètement stupéfiante. A accueilli beaucoup de Tchèques, de Polonais, de familles polonaises, tchèques, qui fuyaient les combats et le feu dans les années 40. Et on trouve encore des traces des familles, des descendants des familles sur les villages alentours. Donc c'est toute une histoire, toute une épopée qui va continuer avec cette aventure et avec ce développement culturel, touristique, industriel ou culturel touristique sur le site de la briqueterie. C'est une épopée bricantesque auquel nous allons tous participer avec joie. Très rapidement, Stéphane Fournier, vous êtes en CRTE, vous pouvez nous en parler de ce contrat. Oui. Alors je dis contrat en faveur de la transition écologique et de la cohésion des territoires. C'est ça. Ça montre aussi un peu plus que vous êtes vraiment branché environnement, quoi. Oui, puis je pense que le mot d'ordre sur lequel l'ambition du groupe est aujourd'hui fixée, on s'est donné comme objectif de démontrer beaucoup de choses. Et je pense que la démonstration de l'utilisation, Roland a raison, ce qu'on vit aujourd'hui au niveau ce qu'on veut pas vivre aujourd'hui au niveau du tourisme, c'est-à-dire ce tourisme de grosse masse qui vient, qui sert et qui s'en va, c'est pas intéressant. Et je pense qu'aujourd'hui nos unités de production, ce seront pas des unités de masse. Voilà, on n'est pas là-dedans, on est dans des démonstrateurs. On veut démontrer qu'il est possible de faire sur un territoire avec une matière première qui va être noble, qui va être le bois, qui va être l'argile. Qu'on est capable de faire des choses différentes. Et je pense que le terme aujourd'hui de démonstrateur industriel, moi, me va très très bien. Je voudrais juste rajouter que dans toute cette affaire, la communauté de communes aussi est vraiment le liant. C'est vraiment l'organisme qui met en application, met les gens les uns avec les autres, participent à leur rencontre, participent aussi à la construction des projets. Et je pense que sans la commune de la Grève, avec un si petit village, avec une si grande briqueterie, ne pourrait pas s'en sortir. Si nous n'avions pas la collectivité de référence, on ne pourrait pas y arriver. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on sait qu'on peut être accompagné, piloté, soutenu par une grande collectivité qui, elle aussi, est apte à aller chercher des financements, des réseaux, etc. Et c'est la raison pour laquelle c'est le partenaire essentiel du projet de Stéphane Lequet, du groupe Lequet, mais aussi de la commune de la Grève, quoi. On va passer tout de suite aux actus de l'emploi, parce qu'il s'en passe des choses. Mélanie Martineau, je vous rappelle, donc vous êtes en charge, chargée de mission, développement économique et surtout de l'emploi sur le territoire de la CDC Nice Atlantique. On commence par une vente de fonds de commerce, c'est ça ? Exactement. Geoffrey Latour, qui est le gérant du bar, cave, épicerie Le Nuat à Noyer d'Aunis, suite à de nouveaux projets professionnels, va vendre le fonds de commerce. Donc n'hésitez pas à le contacter directement ou à passer le voir si vous êtes intéressé. Pas mal de turnover sur ce bar à Noyer d'Aunis. Il y a eu pas mal de propriétaires qui se succèdent. Manpower nous informe sur les contrats pro. Oui, pour rappel, pour tout savoir sur le contrat pro et les formations rémunérées en BTP, industrie du nautisme et en chimie, rendez-vous donc chez Manpower La Rochelle demain, mercredi 6 juillet à 17h. On en parlait il y a 15 jours, le nautisme recrute et forme à côté de chez vous, à côté de chez nous. C'est ça, il y a l'agence mobile spécialisme du nautisme de Pôle emploi qui reçoit les demandeurs d'emploi de longue durée. Donc vous pouvez rencontrer Ludovic à Périgny le 8 juillet, sur le port de Maran, donc face à l'espace de travail partagé Lacal, où nous sommes actuellement. Ça sera le 11 juillet, également à Saint-Jean-de-Liversay, place de l'Église, le 22 juillet après-midi. Les 3 ateliers qui sont organisés par l'EURIP, c'est l'espace régional d'information et de proximité. Il y a tout d'abord un café de l'intérim, donc rendez-vous avec 3 agences d'intérim. Le mercredi 6 juillet à 10h, ça sera au 90 rue de Bel-Air à la mission locale, c'est sur inscription, donc vous pouvez contacter la mission locale. Il y aura également le jeudi 7 juillet à 10h, ça sera à Surgères et vous pouvez contacter la maison de l'emploi de Surgères.
Partons tout de suite à la découverte des métiers du bassin. Donc l'ERIP toujours organise cet atelier découverte des métiers du bassin d'emploi. Donc vous pouvez découvrir les différents secteurs d'activité, les filières stratégiques, les métiers porteurs du bassin de l'emploi de La Rochelle et des communautés de communes Île-de-Ré, CDC Aunis-Atlantique et CDC Aunis-Sud. Donc c'est toujours au 90 rue de Bel-Air à La Rochelle, sur inscription auprès de Pauline Renaud. Et ça sera le vendredi 8 juillet à 9h30, donc pour cet atelier découverte des métiers du bassin de l'emploi. Et puis quand il n'y en a plus, il y en a encore, un atelier ERIP, des idées et des métiers, c'est ça? Oui, vous voulez explorer, découvrir les métiers, vous informer pour choisir votre orientation et élaborer votre projet professionnel. Même adresse, 90 rue de Bel-Air à La Rochelle. Ça sera le mardi 19 juillet à 9h30 pour l'atelier donc des idées des métiers. Et puis on a une journée porte ouverte de l'économie locale. On en parlait tout à l'heure, comment faire découvrir les entreprises de nos territoires. Donc, on espère que notamment le groupe Lequet ouvrira ses portes donc, pour présenter les entreprises du territoire. Ça s'appellera probablement les journées portes ouvertes de l'économie locale. Donc, c'est coordonné par la CDA dans le cadre de la démarche des assises de l'emploi. Le projet est piloté par la CPME 17, CRIT Intérim. Donc, c'est Guillaume Frey qui représente cet organisme. Également la CMA avec Isabelle Fialon. Donc, en partenariat avec les 3 CDC, Île-de-Ré, Aunis-Sud, Aunis-Atlantique, mais également la CCI, la Mission Locale, la Rochelle Université et le Pôle Emploi. L'objectif, c'est vraiment de faire découvrir les entreprises, valoriser les métiers, les ateliers, les savoir-faire du bassin d'emploi, susciter, pourquoi pas, des vocations, mettre en valeur la mixité des métiers, femmes-hommes, également donner de la visibilité à nos entreprises, notamment les TPE et PME, impulser un événement fédérateur, notamment sur le territoire. Les dates à retenir, donc ça sera, les entreprises ont jusqu'au 15 juillet pour s'inscrire. Pour cela, vous pouvez vous rapprocher du service éco de votre CDC ou du service emploi de la CDA auprès de Nadia Pasquier. Les portes ouvertes de l'économie locale, ça aura lieu le 20, 21, 22 octobre. Nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler dans cette émission. Ça va de soi. Merci Mélanie. Merci Stéphane Fournier de nous avoir éclairé avec sur plaisir. ces projets innovants et franchement innovants, même étonnants. Merci beaucoup d'avoir participé à cette Merci. émission. Puis on va vous suivre, bien évidemment. Oui, Vous oui. viendrez nous expliquer d'ici un an, on va dire, voir le On projet peut dire aura un bien an, mais avancé. on se retrouvera aussi peut-être au mois d'octobre au travers d'une manifestation qui aura lieu à la briqueterie de briquets d'arbres. Ah, très bien. On Un en troc, parlera. un troc arbre, arbuste, avec beaucoup d'animation autour de la végétation. Merci Roland Arbre Gallion école. d'avoir participé également à cette émission. C'était un plaisir. Et puis vous aussi, de toute façon, on aura l'occasion de vous réinviter. Forcément, il y a plein de choses qui se passent C'est à gentil. la Grève-sur-Mignon. C'est vrai. Merci Julia Rocher. Merci. avec plaisir. Merci de nous avoir un petit peu éclairé sur votre métier, qu'on ne connaît pas forcément. Vous êtes peut-être un petit peu des hommes de l'ombre par rapport à des marques. On est beaucoup les hommes de l'ombre, effectivement. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. merci monsieur. Merci, merci Mélanie. Merci Ludovic. Merci de nous avoir suivis. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine émission.